il va à la présidence quand ça lui plaît, à 13 heures, ou parfois il n'y va même pas, et si quand il va, c'est pour traiter ses affaires personnelles. C'est-à-dire que le Togo est devenu un genre de comptoir de mafieux, où, ben voilà, si tu veux faire passer la drogue des Amériques du Sud vers l'Europe, ben tu passes par l'aéroport du Togo ou le port, et ben il prend des redevances là-dessus. Bon voilà, c'est ça qui vient signer, puis il repart. Ou encore de l'or un peu du Burkina, de contrebande du Burkina, où on vient le négocier au Togo, et lui va ouvrir un comptoir en Arabie Saoudite pour devenir vendeur d'or. L'or du sous-sol togolais ne rentre même pas dans toute cette comptabilité. Ou encore, ben voilà, c'est le trafic, c'est le blanchiment d'argent. Vous avez beaucoup de dollars que vous voulez blanchir sur le marché international. Venez, on utilise l'État togolais, l'emblème, n'est-ce pas, les emblèmes, la diplomatie, la diplomatique pour aider ça, pouvoir aller blanchir sur le marché des Émirats, tout ça. Voilà, donc ils sont à Dubaï, ils sont un peu partout sur ces marchés du Golfe Persique, tout simplement, pour pouvoir faire des affaires. Et donc le Togo n'est pas un pays en réalité. C'est un peu comme un truc de gang, quoi. C'est là où tous les grands trafiquants de ce monde viennent faire des affaires et vous payez une contrebande à Fonya-Simbe, et comme ça, vous pouvez, ils vous prêtent les emblèmes du pays. Ils vous prêtent le nom du Togo, des bateaux qu'on arraisonne en haute mer. Ces bateaux sont pavillons, ben, sont pavillons togolais, alors que le Togo ne dispose même pas d'une flotte navale. Tout simplement parce que, bon, voilà, ces gens veulent faire du trafic du pétrole. Le Togo donne sa caution et bon, il bat pavillon togolais. Ou encore, c'est les trafiquants du pétrole qui dérobent le pétrole du Nigeria, et on l'amène donc au large du Togo, sans parler même du pétrole togolais. Et eux, ils arrivent avec des jets privés, ils viennent négocier justement ce pétrole dérobé de l'État nigérian. Ils font, comme on le dit, du boudet, quoi, quelque part au large de la plage togolaise, et c'est là, en pleine mer, où ils viennent négocier le pétrole, qui est complètement de la contrebande. Et il y a beaucoup d'argent qui échappe à l'État nigérian, mais des Nigérians, des hauts placés, des généraux, des ministres, ils viennent faire de la contrebande là-bas. Et donc le Togo sert un peu de plateforme pour la mafia. Hein? Et comme ça, tout le monde pense que c'est vraiment un très bon coin. Et pour pouvoir garder ça, il faudrait que le Togo ne soit jamais indépendant, soit jamais démocratique, soit jamais un État souverain. Sinon, ben, on va perdre nos affaires. On va perdre nos affaires. Et ça a commencé justement par la France, parce que c'est la France qui a créé ce système-là. Quand Chirac venait au Togo, Yadema lui disait, ben, écoute, je te donne 2 bateaux, 3 bateaux de phosphate. Cadeau. Incroyablement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il lui faisait un cadeau. Et ces bateaux-là, c'est beaucoup d'argent qui échappe au fisc, qui échappe au trésor togolais. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait des cadeaux. Donc, ce système-là, eh ben, c'est développé en dehors des mafieux français pour pouvoir profiter à la Nostra, à la mafia, et puis bon voilà, aux trafiquants de drogue, aux trafiquants d'armes aussi. Hein, il y a le pétrole, il y a les ressources, les matières premières, mais aussi il y a les armes. Donc le Togo est devenu une plateforme aussi de vente d'armes, de trafic d'armes. Donc tous les conflits de la sous-région, eh ben, ça passe par le Togo. Le père avait commencé avec le trafic d'armes pour l'Angola, la guerre d'Angola. Ben, les enfants de Savimbi, par exemple, étaient au Togo. Donc le diamant angolais passait par le Togo qui ne produit pas officiellement de diamant est devenu producteur du diamant parce que effectivement le pays servait de contrebande. Tapoter, partager, et donc
devenu une plateforme de contrebande. Et ça a prospéré. Par la suite, ben, c'est tous les trafics d'armes pour nourrir toutes les rébellions de la sous-région, que ce soit le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, ben, toutes les armes, que ce soit pour la rébellion de Guillaume Soro, ou encore du président Laurent Gbagbo. Eh ben, dans les deux cas, le Togo fournissait les armes aux deux parties. Et les coups d'État dans la sous-région, le Togo est ce centre automatogène d'intelligence, de préparation des coups d'État, le cas de l'assassinat du président Sankara, ou encore d'autres trafics ou coups d'État dans la sous-région. Le récent est les tentatives d'assassinat du président Ibrahima Traoré, où Damiba a fait du Togo un centre opérationnel, où depuis là, ben, tous les officiers burkinabés qui ont désarmé l'armée burkinabé sont retrouvés à Lomé. Ils font ce va-et-vient entre Lomé et Abidjan, qui est l'autre centre opérationnel secret de déstabilisation de la sous-région. Donc voilà un peu. Alors tous ces éléments-là font que la CEDEAO est complice, la communauté internationale est pas complice, et donc les gens préfèrent maintenir les Togolais dans la souffrance, dans l'esclavage, dans l'exploitation, que de pouvoir permettre la libération de ce pays. Mais c'est les Togolais eux-mêmes qui vont se lever, et ils se sont déjà levés pour pouvoir découdre avec ce régime de violence, de terreur installé par la France depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Ça fait depuis 58 ans que ça dure, 60 ans pratiquement que ça dure, tout simplement parce que ben, la France n'avait pas accepté que les Togolais puissent arracher leur indépendance en 58 par l'intervention de l'ONU qui a couvert ces élections-là, parce que l'ONU a confié le Togo à la France et à la Grande-Bretagne pour les amener à l'indépendance après le fait que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale. Et les Britanniques ont été très rusés. Ils ont précipité l'indépendance d'une certaine manière sous la pression des nationalistes ghanéens et proposé donc à travers un référendum dont les résultats sont contestés aujourd'hui, une forme de ruse pour pouvoir attacher leur butin de guerre à leur colonie de la Gold Coast. La France a voulu faire la même chose. Elle s'est heurtée au nationalisme togolais et donc alors elle a décidé de créer des partis pro-français comme le PTP en opposition au CUT. Elle n'a pas réussi. Le PTP ne faisait pas le poids. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie diviser le Togo en deux pour créer de toutes pièces la question nord-sud pour aller rassembler. C'est quoi ce parti dont le nom est Union des chefs, Union des populations chefs traditionnels, Union des populations et chefs traditionnels du Nord. C'est quoi cette affaire? Un parti, c'est sur la base idéologique, c'est sur la base d'une vision. On ne rassemble pas les populations et leurs chefs pour dire qu'on crée un parti. Donc l'intention justement, c'était de les mettre en position de phase par rapport au Sud. Mais bon, ça n'a pas marché de toute façon, puisque les deux partis n'ont pas réussi à leur vision, c'était de maintenir lors du référendum de 58 et de montrer que le Togo n'était pas suffisamment mûr. Les Togolais sont encore sauvages. Ils ne peuvent pas se gouverner par eux-mêmes. Ils doivent rester dans le giron français, puisque De Gaulle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que la France a été laminée, et donc il fallait s'appuyer sur les Africains pour reconstruire la France, d'abord pour reconquérir la France. Donc la première terre, je dirais, de la France libre, c'est en Afrique, c'est au Congo. C'est là où De Gaulle est venu trouver des hommes, du matériel, des armes, de la nourriture pour constituer les premiers bataillons pour monter à l'assaut grâce aux Alliés pour pouvoir aller libérer la France. Et beaucoup d'Africains ont été massacrés, beaucoup ont été des chaînes à canon pour la libération de la France. Quand il était venu mobiliser les Africains, il a fait une promesse que si la France est libérée, et bien cette même libération, il va pouvoir libérer les colonies d'Afrique, aussi leur donner l'indépendance. Mais après l'indépendance, après la guerre,
rapidement, il n'a pas tenu parole, il a menti, il a trahi. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a cousu quelque chose qu'on appelle l'Union française, où on devait rester, toutes les colonies devaient rester dans l'Empire français pour permettre à ce que ces colonies-là fournissent des hommes, fournissent des ressources, du travail forcé pour reconstruire la France et nourrir les Français. Alors, ceux qui étaient des nationalistes, que ce soit au Cameroun, au Togo ou en Guinée, en Tunisie, comment on l'appelle, en Algérie, certains peuples ont dit non. Ces peuples, la France leur a livré la guerre. Au Togo, les nationalistes ont rejeté cette proposition. Et c'est d'ailleurs les Togolais qui ont montré le chemin aux Guinéens et aux Camerounais, puisque les nationalistes togolais ont rejeté cette proposition de la France. Et la France est passée outre, a fait une élection frauduleuse, fait de violence. Et là, les nationalistes togolais sont partis à l'ONU pour dire à l'ONU, ben, c'est vous qui nous avez mis sous tutelle de la France. La France nous violente, la France fait des élections frauduleuses, il faudrait que vous veniez superviser par vous-même. Alors, il y a une enquête qui a été diligentée par Dr King, qui est venu, et il a été empêché par l'administration coloniale de pouvoir avoir une rencontre avec la population. Mais néanmoins, les nationalistes ont réussi quand même à lui transmettre des documents. C'est ce document-là qui l'a amené à faire un rapport à l'ONU et finalement la décision est prise de refaire le référendum de 58. C'est ça qui a abouti à l'indépendance du Togo. Vous voyez, mais la France ne l'a pas accepté parce qu'entre-temps, son alter ego a pris la partie togo-britannique. Donc, elle se demandait pourquoi moi aussi je veux rattacher ça au Bénin, qui est ma colonie, mais je ne peux pas. Bon, je fais une élection frauduleuse pour dire que les Togolais eux-mêmes ont accepté que d'être sous l'égide de la France. Ça n'a pas marché grâce aux nationalistes qui sont partis convaincre l'ONU à refaire cette élection-là. Et les élections, malgré que la France a créé le PTP et l'Union des chefs traditionnels du Nord, les populations et chefs du Nord, eh ben, les deux alliés contre le culte n'ont pas réussi et c'est les nationalistes qui ont gagné de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc, à partir de ce moment, Sylvanus Olympio voulait assumer pleinement l'indépendance et rejeter les accords léonais. La France s'y est opposée, a dit, vous nous devez 800 millions. 800 millions. Donc, Olympio a dit, OK, c'est de négocier et qu'on lui donne le temps de pouvoir payer. Et il a mis 2 ans dans une politique d'austérité économique pour pouvoir payer cet argent pour être libre. Cet argent, une fois payé, on proclame l'indépendance en 60. Voilà que le monsieur revient. La France cherche maintenant un autre moyen déguisé pour ramener les Togolais à l'esclavage. Parce que quand les Togolais se sont opposés, ont fait le référendum de 58, ensuite c'était la Guinée. Donc De Gaulle faisait une tournée en Afrique, dans les colonies, pour convaincre les Africains à rentrer dans ce qu'il propose l'Union française. De Gaulle a dit non. Vous connaissez son discours célèbre où il dit qu'il préfère la pauvreté dans la liberté que l'opulence dans l'esclavage. Et ce nom-là, De Gaulle ne l'a jamais digéré. À partir de là, ils ont arrêté. Donc, ils ont fait le premier chèque au Togo, le deuxième chèque en Guinée. Paf, ils ont arrêté les référendums sur tout le continent. Donc, ils ont décidé ce qu'on va faire maintenant. C'est que on va donner l'indépendance. On va les distribuer maintenant à ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Donc, tous les partis pro-français qui veulent rester dans l'Union, on va créer une indépendance factice de leur distribuer. Les nationalistes, on va les tuer. Et on va donner l'indépendance aux préfets français. Et eux, en contrepartie, on va les faire signer le contrat, n'est-ce pas, de la France-Afrique, qui va consister à ce que, on va leur imposer une monnaie. Cette monnaie sera tellement une monnaie, c'est du papier, c'est juste pour les tromper, pour les blaguer, pour pouvoir s'accaparer de toutes leurs richesses. Parce que nous devons nous reconstruire.
Alors, on a besoin des ressources, on a besoin du pétrole du Congo, on a besoin du pétrole du Gabon, on a besoin des phosphates du Togo. On peut pas se l'acheter. Alors, ce qu'on va faire, on va plutôt aller les prendre à travers du papier. Donc, on va leur imposer le franc français. Donc, tous ces présidents des pays indépendants vont signer ça, francophone. Deuxième chose, leurs ressources nous appartiennent. Et en priorité, c'est quand nous ne voulons pas que nous allons leur donner l'opportunité de pouvoir négocier avec quelqu'un d'autre. Mais le marché, les ressources nous appartiennent en priorité. On va leur poser une langue, la langue française. Donc, on va contrôler leur éducation du CP jusqu'à l'université. Le cursus, c'est nous qui allons le décider. Les manuels de formation, ça va être produit en français. Vous allez pu voir, par exemple, dans le cas togolais, il n'y a que deux entreprises qui produisent le matériel didactique, Hachette et puis le Hatier, je crois que c'est les deux, qui produisent du matériel didactique. Donc tout ce qui est matériel de formation, de l'apprentissage de la langue, ces entreprises sont en France, c'est eux qui fournissent du matériel et c'est ça qu'on utilise dans le système éducatif au Togo et donc un peu partout dans les pays francophones. Alors, et quand on doit changer un iota à ce programme-là, le ministre de l'Éducation en France va pouvoir le valider. Vous voyez? Donc, nous sommes indépendants, nous ne sommes pas du tout indépendants. Sur le plan de la culture, sur le plan militaire, on va former leur armée. Donc, c'est l'armée togolaise telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est un officier français qui a créé l'armée togolaise. Donc, il a phagocyté et cette armée n'a hérité que de la philosophie raciste de répression colonialiste. C'est-à-dire que les Blancs colons, quand ils arrivent, ils ne sont pas nombreux. Donc, ils se sont appuyés sur des Africains qu'ils ont dressés contre d'autres Africains. Donc, ils les ont dressés de façon à ce qu'ils voient en leurs propres frères des bétails qu'ils doivent tuer, blesser, martyriser pour obéir aux Blancs. Donc, c'est comme ça qu'on les a formés. Vous avez pu remarquer que quand vous voyez un peu les militaires togolais, par exemple, la façon dont il s'agit, ou les militaires africains en général, ou la police en Afrique, quand vous allez dans les pays européens, ils ne se comportent pas de la même façon envers leurs propres citoyens. Il y a eu les Gilets jaunes, par exemple, en France. On a qui ont fait des manifestations pendant des mois et des mois. Je ne pense pas qu'il y ait eu des morts. Il y a eu des blessés. Je pense que quelqu'un a eu blessé à l'œil. Il y a eu des cas de violence. Un seul mort. Il y a eu un mort, ok, merci. Mais la façon dont la police a géré cette manifestation, ce n'était pas dans l'option de tuer et de massacrer. Ici au Togo, une manifestation, 5 manifestations pacifiques de 3 jours compte déjà 7 morts. Vous voyez la comparaison. La même chose aux États-Unis. Donc les Blancs, leurs forces de sécurité dans leur propre pays ont une certaine relation avec leurs citoyens. C'est en dehors de leur terre qu'ils sont violents. Mais sur leur propre terre, ils ménagent leur population. Par contre, la façon dont on a formaté nos forces de l'ordre, c'est les amener à être le bras du colon. Et ce bras doit être un bras de violence pour nous amener à nous soumettre. Donc, ce n'est qu'un héritage. Et c'est un Français qui était à la base de la création de l'armée togolaise. On parle de Yadima. Yadima était tout simplement un pion qu'on a dû déplacer parce qu'il revenait d'Algérie ou d'Indochine, il était démobilisé, il ne faisait pas partie de l'armée. Donc, on les a montés pour pouvoir les pousser à aller tuer le président parce que la France avait un plan de se débarrasser d'Olympio. Donc, il fallait s'appuyer sur des locaux, des bandits, des gens drogués, des gens qui n'avaient des désœuvrés et de l'homme donné. Il y a des gens même a dit dans le Figaro, je pense, un journal français pour dire qu'il a reçu 300 000 et c'est à cause de ça qu'il a tué le président. Bref. Donc, ils ont manipulé ces gens pour pouvoir faire le coup d'État et pour pouvoir faire l'assassinat qu'on a déguisé par la suite comme un coup d'État. Et donc, les premières
je dirais, les premiers balbutiements de l'armée française a été formaté par la France. Et depuis, cette armée réagit, cette armée est au service de cette logique, puisque dans un premier temps, après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, étant donné que nous avons perdu encore l'indépendance parce que c'est ce que la France voulait, il a fait revenir Grunitzky, vous voyez, qui a été déjà premier ministre dans le temps colonial, qui ne voulait pas l'indépendance du tout et qui estimait que les Togolais sont des sauvages, ils ne sont pas mûrs et tout ça pour pouvoir se gérer eux-mêmes. Et ils sont fait revenir qui encore? Meati, qui était le chef de l'Union des chefs des populations chefs traditionnelles du Nord, et donc qui aussi était un pro-français, qui estimait lui aussi que les Togolais du Nord sont tellement sont encore dans je dirais sauvages pour pouvoir avoir leur indépendance. Et ils ont fait photographier des Togolais au Nord nus. Ils ont constitué des dossiers et ces gens-là sont partis à l'ONU pour montrer à l'ONU, quand Olympio réclamait l'indépendance pour dire les Togolais doivent être capables de s'autogérer, et ils amenaient ces photos-là, ils montraient aux Blancs pour dire, regardez, leur propre un noir qui photographie son frère, un noir, il l'amène à l'ONU montrer aux Blancs, regardez ces gens, ils sont tous nus là. Vous pensez qu'ils peuvent gérer par eux-mêmes, donc la France doit rester. C'est leur logique. Bref, on ramène alors le chef de l'UPCN et on leur dit de former un gouvernement. Alors qu'ils nous avaient dit que le coup d'État, c'était un accident. L'assassinat du président Sylvanus, c'était un accident. Si c'était un accident, ben pourquoi le président Sylvanus Olympio avait une assemblée? Pourquoi le président de l'assemblée ne devenait pas le chef de l'État et organiser les élections selon la Constitution 3 mois après pour qu'un autre président soit élu? Pourquoi on devait nommer un président? On nomme un président et en février, le coup d'État a eu lieu le 13 janvier. En février, on nommait Yadema. On réintégrait d'abord, c'est le président Grunitzky qui a pris le décret, réintégrait Yadema dans l'armée avec un grade de lieutenant-colonel. C'est comme ça que Yadema est rentré dans l'armée. Et cette armée-là, donc, il y a le blanc, je n'ai pas son nom sous les mains, c'est lui qui a organisé cette armée. Et donc, alors on a confié l'État togolais à ces deux pro-français qui ne voulaient pas du tout l'indépendance. Comment on appelle, Grunitzky et Meati. Il se peut que 3 ans après, bien qu'on ait tué Sylvanus Olympio, les nationalistes se sont retrouvés et se sont réorganisés. Alors, puisqu'ils avaient déjà une couverture sur tout l'étendue du territoire, ils avaient des députés à Dapan, ils avaient des députés à Sokoré, ils avaient des députés un peu partout au Togo, ils avaient, je crois, 29 députés qu'ils avaient fait élire, à Palimé, et le PTP pro-français n'a élu ses députés que dans 3 régions au sud, à Tchévié, à Vaughan et puis à Tapamé. Et Meati a fait élire 10 députés dans les régions du Nord. Donc ils étaient 13 face à 29, donc le rapport était tout à fait des nationalistes. Les nationalistes avaient une couverture nationale sur tous les territoires. Donc ils se reconstituaient après la terreur, la violence, l'emprisonnement issu après le coup d'État. Et donc ils avaient la capacité, si on organisait des élections libres et démocratiques, qu'ils reprennent le pouvoir. Et c'est ça le vrai problème du Togo. C'est-à-dire, c'est pourquoi les Togolais ne permettent jamais aux Togolais d'avoir une élection libre et démocratique, parce qu'à chaque fois qu'on organise le courant nationaliste que la France ne voulait pas et qui l'a amené à tuer Sylvanus Olympio, allait reprendre le pouvoir. Et donc, il y avait une difficulté. Alors qu'ils se sont dit que si on laissait, je dirais, les pro-français, les partis pro-français gouverner, ils seront obligés d'organiser les élections. Et s'ils organisent les élections, ces élections sont libres, vont être battues. OK? Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement changer de stratégie et redonner le pouvoir aux militaires. Parce que les militaires, eux, ne vont pas faire des élections.
ils vont gouverner par la force, par la violence et par la terreur. Et par conséquent, c'est la stratégie la plus sûre de ne plus permettre à ce que le peuple togolais puisse accorder ses suffrages aux nationalistes ou au courant souverainiste. Donc, tant que le peuple ne peut pas voter librement, eh bien, les militaires, par la force, vont garder le pouvoir et on est sûr alors, à travers ce bras, ce levier militaire, d'avoir le Togo sous la main, sous la férule de la France. Et qui peut mieux le faire? D'abord, avant d'arriver à imposer le militaire, il y avait un conflit entre Grunitzky et Meachi. Meachi estimait qu'il a 10 députés et que Grunitzky a que 3. Pourquoi Grunitzky devait être président et lui vice-président? Donc, il ne comprenait pas. Et quand Grunitzky est parti en France, il en a profité pour démettre les ministres nommés par le président, puisque bon, c'est même pas une constitution. Mais bon, c'est lui qui représente le président en cas d'absence, et il a fait nommer d'autres ministres. Alors Grunitzky est arrivé, a démis encore ces ministres-là, conflit au niveau du sommet de l'État, les militaires profitent pour intervenir, c'est comme ça qu'ils font le coup d'État de 66. Mais, in fine, c'est la France qui a voulu, qui voit ce flottement, ce grégaire au sein du bras politique pro-français, et voyait qu'il ne peut pas tenir la ligne face aux nationalistes qui se reconstituaient. Il fallait sortir le deuxième joker qui est les militaires. Donc on a placé Dadjo. Dadjo, il a fait à peu près 6 mois, mais on trouvait que Dadjo était un peu alcoolique et aussi c'est un officier qui a fait des études supérieures. Il comprenait la chose, il était beaucoup plus aussi pro-nationaliste. Et on trouvait que c'est un danger. Alors, qui peut faire l'affaire? Donc, il y a des gens qui était un désœuvré et qui a participé à l'assassinat. Eh bien, il serait le meilleur candidat. Donc, c'est comme ça que la France a décidé d'imposer en 66. Ce n'était pas un coup d'État. On a tout simplement dit à Dadjo, descends, et puis c'est Yadema. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Ils avaient un niveau d'instruction assez limité, mais ils l'ont imposé. C'est comme ça que de 66 jusqu'à 80, Yadema a gouverné le Togo avec décret. Alors c'est la preuve de cette ligne politique, cette stratégie politique très machiavélienne de gouverner par la force. Parce qu'au moins, quand un militaire gouverne par décret, le peuple ne votera jamais et donc il n'y a pas possibilité pour un courant nationaliste ou souverainiste de pouvoir arriver au pouvoir. Et c'est comme ça qu'il a dénoncé en 80 qu'il a été forcé de réorganiser les choses parce que gouverner l'État de 66 de 67 à 70, ça fait 13 ans. 13 ans où on ne gouverne pas décret. Vous imaginez? Il se lève, il pense, ok, je signe. Non, je signe. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'assemblée. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a rien. C'est lui seul qui décide et qui gouverne. Pas décret. C'est 13 ans après que finalement, on a pu avoir une constitution. Et entre-temps, il a trompé tout le monde en disant regroupons-nous, créons le parti unique, avec la déclaration de 69 à Palimé, pour dire on va désormais, ça va être un seul parti, etc., parti uni, parti État, et un seul parti. Alors il a dissous tous les partis pour que justement ces partis ne se reconstituent plus et qu'il n'y ait pas de courant politique qui puisse l'inquiéter. Il est seul à bord, il a le pouvoir militaire, il a le pouvoir politique, puisqu'il n'y a qu'un seul parti, donc il est et comme ça, il ne gouverne pas décret. Est-ce que vous faites un parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui? Exactement la même chose. Faure Gnassingbé, dans sa nouvelle constitution, concentre tout le pouvoir dans ses mains. Pouvoir militaire, pouvoir économique, pouvoir judiciaire, politique étrangère, pouvoir gouvernemental, pour être seul monarque à bord, exactement comme son père. Vous voyez, quand vous avez la mémoire politique, vous maîtrisez l'histoire politique, vous comprenez alors comment les enjeux s'agencent finalement.
Et donc, c'est comme ça que jusqu'à 80, c'est à 80 qu'on a créé la première constitution, enfin la constitution, qui n'était pas une constitution en fait, mais au moins, bon, voilà, ça avait une forme de constitutionnalité, de loi constitutionnalité, et pour pouvoir gérer le pays euh, jusqu'en 90, où ça a été remis en cause avec la révolte, la démocratie et la liberté du peuple togolais. Alors, ça a imposé la conférence avec qui dans l'outil ou le résultat le plus emblématique est la Constitution de 1992 qui réorganise l'État et donne le droit à la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de presse, la liberté d'association garantie par cette Constitution. Ce qui a amené le pluralisme politique. Et donc, c'est le pluralisme politique, c'est quelque chose, c'est un acquis qui a été l'objet de beaucoup de morts, beaucoup de blessés. C'est le fruit de longs combats politiques. Et c'est pourquoi nous ne pensons pas que la solution aujourd'hui serait de dissoudre des partis politiques, parce que c'est le résultat des acquis de longs combats. Alors, et il y a des meurent, donc 38 ans de dictature, de terreur, de violence, comme vous le savez, de mort. Et puis il meurt et Chirac reprend le téléphone. Alors je vous raconte tout ça pour que vous voyez un peu l'implication de la France dans le drame togolais. Chirac prend le téléphone, appelle le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui avait menacé de ne pas accepter la succession dynastique plus de 15 fois par jour. Et donc, c'est comme ça qu'il amène le Nigeria, parce que le Niger étant une puissance militaire, son intervention au Togo allait faire déraper les choses. Donc, on veut amadouer le Nigeria derrière les rideaux. Il lui propose une fausse promesse. Il lui fait une fausse promesse, ça c'est Chirac, d'avoir un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. 20 ans plus tard, le Nigeria ne l'a pas eu. L'autre chose, c'est de créer un club d'investisseurs entre les Nigérians et la France. Je ne sais pas ce que ce club d'investisseurs est devenu. Je ne sais pas s'ils ont investi quoi que ce soit au Nigeria. Et puis, ils ont créé cette année-là l'année de la culture à Paris, pour que les Nigérians aillent célébrer leur culture, etc. à Paris. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à amener Obasanjo à ne pas soutenir le peuple togolais pour une alternance démocratique. Le fils prend le pouvoir. Vous avez vu 4 coups d'État militaires. D'abord, les militaires arrivent à la télé et disent, voilà, à partir d'aujourd'hui, on vous confie le pouvoir. Et depuis, on est là-dedans, 20 ans. Ensuite, ce n'est pas acceptable pour le peuple togolais. On fait un coup d'État institutionnel. On va aller braquer le Parlement, puisqu'entre-temps, le président du Parlement a été forcé de ne pas revenir au pays. Et alors, Faure Gnassingbé Dembélé devient député. De député la même nuit, il devient un vice-président de l'Assemblée. Vice-président de l'Assemblée devient président de l'Assemblée, puisque le vice-président aussi démissionnait. Et c'est comme ça qu'il prenait la tête pour pouvoir assurer entre guillemets, légalement, la succession de façon constitutionnelle. Mais on ne peut pas changer la constitution et l'appliquer en même temps. D'une certaine manière, c'est complètement farfelu. Et donc, c'est un coup d'État institutionnel. Un coup d'État constitutionnel. Pour que ça se passe comme ça, il fallait changer la constitution. Donc, dans la même nuit, ils ont changé la constitution 20 fois pour pouvoir l'adapter à la stratégie. Et c'est pourquoi on parle de coup d'État constitutionnel. Et enfin, le peuple togolais vend debout, beaucoup de blessés, beaucoup de morts. La CEDEAO est obligée de s'impliquer. Et qu'est-ce qui arrive finalement? Eh bien, il fait semblant de reculer, mais revient encore en force à travers le massacre, le génocide qui ont prévalu après les élections d'avril. L'ONU arrive, fait un rapport sous la pression de la communauté internationale et finalement toutes les pressions qu'il a fait, qui ne peut pas, que l'ONU dit, ou les enquêteurs de l'ONU, mais ces enquêteurs c'est qui?
le responsable de l'enquête, euh, Bobo Diouf. Et ce personnage lugubre, c'est un Sénégalais. Et c'est lui qui a été à la tête de, quand il faut aller l'année passée faire cette escroquerie intellectuelle qu'on appelle le 9e congrès. Et ben c'est ce Diouf-là qui était invité, qui était le guest speaker 30 ans plus tard. Vous voyez? Parce qu'il a été corrompu. Et il a dit que lui, il a constaté que 500. Il ne peut, c'est ce qu'il a pu vérifier. Les autres, il n'a pas pu le vérifier, donc il ne peut pas aller plus loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 500 morts. Lui, il dit dans son rapport qu'il n'a eu la preuve que de 500. Et les autres, il n'a pas vu de corps, donc il ne peut pas dire il ne peut pas confirmer ce nombre. Mais selon les organisations des droits de l'homme, on a compté jusqu'à 2000 morts. Et au moins dans son rapport, allez sur le site de Pyramide, vous allez voir le rapport. Il dit que ceux qui ont tué sont venus de l'armée, c'est un commando de l'armée, la garde présidentielle, appuyé par des groupes de miliciens venus de la région de Kara, de Sotoboa, qu'on a fait descendre à Tapamé, à Lomé, à Palimé, pour massacrer les gens. Et donc des noms ont été donnés, notamment le général Berena, qui est à Lomé, qui est le chef des Kabiais. À Lomé, la dernière fois, c'est lui qui a organisé. Il faut dire que le Togo est attaqué par les terroristes au nord, il faudrait que tous les Togolais se mobilisent. Et c'est lui qui est le chef, et personne ne l'inquiète. Voilà, il jouit de sa retraite, et à chaque fois qu'il sent que la République est menacée, il est pas chef de guerre à recommencer ses crimes, ses assassinats contre les populations togolaises. Il y a l'autre qui est décédé à Tapamé Kouloum, qui fait partie aussi de ces gens-là qui ont tué, massacré les populations. Donc c'est comme ça que Chirac convoque les officiers togolais à Paris et règle la succession, et de façon à ce que, bon voilà, il impose fort. Apparemment, dans la lettre publiée par le général Tidjani, il dit que Chirac lui avait proposé dans un premier temps de prendre le pouvoir. Lui l'avait refusé, c'est lui qui a imposé Fonia Singbe, bon, c'est ce qu'il écrit, et que il a servi le fils, il a servi le père, il a imposé le fils, mais il le regrette parce que par la suite, dans l'affaire de coup d'État, imaginez, il a été arrêté, humilié, torturé, et finalement, il meurt en souffrance dans un lit d'hôpital à Paris. Donc voilà l'implication de Chirac pour imposer Fonia Singbe. Et depuis, Fonia Singbe est au pouvoir, il n'a gagné aucune élection, il est incompétent, c'est un Mongolien qui ne réfléchit pas. Tout ce qu'il sait, c'est le sadisme. Comment faire souffrir les gens pour que les gens, les Togolais, se soumettent à ses désirs pervers et de continuer par massacrer la population. 2017, quand le peuple togolais s'est soulevé encore avec l'appel de Tipi, l'autre président français intervient, Macron. C'est la première fois qu'un président français arrive au Ghana, en 60 ans d'indépendance. Il est parti au Ghana pour convaincre, comment on l'appelle, Nana Akufo, de servir de médiateur, mais tout ça, c'est pour aider Fonia Singbe à pouvoir se maintenir au pouvoir. Et c'est ce que l'autre a fait. En trompant l'opposition, il est arrivé en janvier pour leur dire, ben moi, je vais régler ce problème en 10 jours. Je vous demande d'arrêter les manifestations. Et comme ça, je règle ce problème en 10 jours. Il a mis 6 mois. Mais en fait, il n'a rien réglé. Et donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est de convoquer la CEDEAO, l'Union africaine, à venir, à faire une conférence au même moment, en juin 2018, pour imposer à l'opposition un canevas, pour dire, vous devez aller aux élections dans 3 mois, sinon, eh ben, c'est fort qui a tout. Ils ont créé les conditions de façon à ce que l'opposition puisse ne pas accepter ces conditions, parce qu'on ne s'est pas battu tout ça pour ça, pour retourner à des élections dans les conditions frauduleuses, sans que le fichier électoral, sans que les conditions des élections soient transparentes, libres et démocratiques, et que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, les CENI soient encore contrôlés de bout en bout par la machine infernale de Fonia Singbe. Mais non, Alpha Condé était devant, imposer ça, même valait aux menaces,
L'opposition a choisi, sous la pression de la diaspora, de ne pas participer. On pensait qu'on allait empêcher, mais bon, on n'a pas réussi à empêcher même pas un seul oiseau. Hein. Il faut nommer tous ces députés-là. Et finalement, on en est au changement constitutionnel de 2019, où eux-mêmes, ils ont mis un mandat de 2 ans, renouvelable, un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, et que cette disposition, c'est l'article 59, ne peut être changée que par voie référendaire. Malheureusement, en 2025, avec l'implication du mafieux Alain Foucault, ça a aidé Fagne Assimilé à penser que, OK, on peut braquer la Constitution avec 87 malfrats et imposer une tyrannie monarchique en trompant tout le monde, en faisant preuve de ruse, tout en gardant tout le pouvoir dans ses mains, sans présidence, sans gouvernement, comme on l'est actuellement. Il croit être intelligent, mais il s'est mis une corde au cou parce que c'est le goutte d'eau qui est en train de déborder dans le vase aujourd'hui. Donc voilà la situation du Togo. Donc il y a une volonté manifeste de la France de ne pas permettre aux Togolais de refaire ce qu'ils ont fait en 58, c'est-à-dire un choix libre de souveraineté, d'indépendance et de pouvoir gérer le Togo de façon démocratique. C'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. Ce peuple-là élabore des lois comme la Constitution, choisit ses dirigeants et si le dirigeant est bon, on le reconduit. Et s'il n'est pas bon, ben on met quelqu'un d'autre à sa place. Et donc le peuple a son destin à main. Non, on veut le maintenir dans une forme d'exploitation. Et la seule façon de le faire, c'est le bras armé qui décrète, qui violente, qui tue pour maintenir ce peuple-là dans l'esclavage, dans l'exploitation. C'est le vrai enjeu du problème au Togo. Ce qui est quand même surprenant, c'est que à chaque fois que le peuple togolais a l'occasion de voter, il vote massivement pour le courant nationaliste. Ça a été le cas de 98 avec le retour de Gilchrist Olympio. Ça a été un plébiscite face à Yadema. On a dû arrêter les décomptes et proclamer Yadema parce que Yadema avait à peine 5%. 95% des Togolais ont voté pour Gilchrist Olympio. Ça a été réédité. Lorsqu'on a empêché Gilchrist, on pensait que c'était Gilchrist le problème, mais quand il a avancé la candidature de Boba Kitani en 2003 également, ça a été un autre plébiscite. Quand Adema meurt, les élections de 2005, ça a été encore un plébiscite. Donc le peuple togolais, malgré la multiplicité des partis, a toujours cette tendance de voter en bloc. Malgré, on a 120 partis politiques, mais ces 120 partis n'influencent pas le choix du peuple togolais qui est un peuple intelligent, qui sait que ce qu'il recherche, c'est la liberté, c'est la souveraineté, c'est cette démocratie. Et donc, le parti qu'il incarne, à chaque fois, le peuple regarde et vote pour ce parti massivement. En 2010, ça a été l'UFC en ce moment-là, de Gilchrist Olympio. Oui, 2010, puisque Jean-Pierre Fabre remplaçait Gilchrist Olympio. En 2010, ça a été l'ANC, encore, qui, en 2015 aussi, Jean-Pierre Fabre a encore été plébiscité. En 2020, avec l'intervention de Monseigneur Kodjo, c'est Agbero Kodjo qui était plébiscité pour ces élections. Donc, quand vous voyez un peu la configuration électorale, le peuple togolais ne veut pas disperser comme dans les pays démocratiques où quelqu'un aura 19%, quelqu'un aura 15%, quelqu'un aura 10%. Non, le peuple togolais vote en bloc parce que c'est un vote patriotique, c'est un vote militant, c'est un vote pour le changement contre le régime de Fagne Assimilé qui est maintenu par la violence, par la terreur, pour justement ce que ce peuple-là ne puisse pas avoir cette liberté. Donc, c'est le niveau du combat politique togolais. Il faut le savoir et que dans nos stratégies, nous devons avoir un point de mire Fagne Assimilé avec son régime mafieux, mais derrière Fagne Assimilé, il y a une volonté aussi qui date depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio de maintenir le Togo dans une forme de vassalité, d'impérialisme, de néocolonialisme, d'exploitation, et qui s'est développé, ces monstruosités
Vous voyez, et aujourd'hui, c'est une plateforme, le Togo est devenu une plateforme, ce n'est pas seulement les mafieux français qui sont impliqués, mais aussi d'Amérique du Sud, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'organes humains, des trafiquants de blanchiment d'argent, juste une plateforme vraiment de la contrebande internationale où les comment on l'appelle, les intérêts en jeu sont au-delà, n'est-ce pas, de ce que les Togolais voient ou peuvent même constater. Donc, on a eu un vrai combat de fond à faire, non seulement à renverser ce système, mais également les intérêts qui sont derrière, et notamment le positionnement colonial de la France. Nous avons au niveau du Canada, en ma qualité de vice-président de Diastoca, de la diaspora togolaise au Canada, organisé une opération dirigée par Joël Amouvin pour aller interpeller Macron. C'était toute une équipe, on a eu les renseignements, on a mis en place la stratégie, on a vérifié un peu leur système de sécurité et tout, puis voilà, on a déployé une équipe sur le terrain qui les a surpris. Et Macron était obligé, face à la dynamique, alors que la sécurité, il y avait la CIA, il y avait la GRC, il y avait les services secrets français. Bref, c'était un cordon de sécurité très difficile à franchir. Néanmoins, nous avons réussi quand même à pouvoir approcher Macron. Et vous avez suivi la vidéo, Joël l'a interpellé. Alors, qu'est-ce que Macron a répondu hypocritement? C'est pour dire que, oui, il faut les élections. Tout en sachant que les élections ne vont jamais régler le problème togolais. Nous en sommes là, plongés jusqu'à ce jour. Il a aussi dit qu'il n'a jamais reçu Faure Gnassingbé. Mais par la suite, il a bien reçu jusqu'à lui tenir le parapluie. Donc, vous comprenez ce lien incestueux, n'est-ce pas, où on parle de démocratie, de gouvernance, mais à la fin de la journée, on veut maintenir les Africains dans une forme d'exploitation et de racisme finalement. Tout dernièrement, avant je crois les élections présidentielles, où Hollande ne pouvait pas être candidat ou s'est désisté, son premier ministre, Val, est venu à Lomé prendre des mallettes pour aller faire des campagnes en France, alors que les Togolais n'ont même pas un hôpital, des hôpitaux adéquats, le minimum dans les hôpitaux, pas d'infrastructure, pas d'eau, etc., etc. Et il y a l'autre aussi, le président Agbeomé lui-même aussi a déclaré qu'il a amené des mallettes à Macron, vous voyez, pour pouvoir permettre à Faure Gnassingbé de plaider le cas de Faure Gnassingbé de façon à ce qu'il soit fréquentable auprès de l'Élysée. Tous ces comportements-là sont au cœur justement de cette volonté de maintenir les Togolais dans une forme d'exploitation. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Afrique change. L'Afrique des années 60 de De Gaulle, 60 ans plus tard, eh ben, les Africains arrivent, et c'est pourquoi moi je suis panafricain, profondément panafricain, parce que au-delà du Togo, au-delà des enclos coloniaux, comme vous le savez, ces frontières qui sont issues de la balkanisation de l'Afrique datant du temps colonial, de la conférence de Berlin, des 15 novembre 1884 au 15 février 1885, eh ben, ces Européens se sont partagés l'Afrique comme un gâteau. Et donc, les frontières issues de ça continuent toujours. La façon dont l'Afrique a été balkanisée, saucissonnée, divisée, cette division-là continue par nourrir les conflits parce que chacun a sa zone d'influence. Ça, c'est ma zone d'influence. Vous n'avez pas le droit, c'est votre zone d'influence. Donc, les Africains eux-mêmes ne sont pas suffisamment intelligents, ne sont pas suffisamment matures. Ils sont toujours des adolescents à cause des ressources sous leur sous-sol. Et donc, nous avons divisé ça. Malgré les indépendances factices, comme je viens de le dire, des années 60, on continue toujours par avoir des zones d'indifférence. Heureusement que 60 ans plus tard aujourd'hui, avec le combat que le président Sylvanus Olympio avait commencé dans les années 60, ce combat, comme un effet boomerang, est revenu en force aujourd'hui avec au niveau de l'AES pour chasser la France
de cette zone d'influence, de façon à ce que, qu'ils aient toute leur liberté, leur souveraineté, et ça passait par ce qu'on appelle des pronunciamentos, c'est-à-dire des actes par lesquels on décrète ou on acte la rupture. Donc, on rejette les accords léonins, on dénonce les accords militaires, on remet en cause justement le fait que la France soit le porte-plume, n'est-ce pas, le porte-plume de ces pays-là à l'ONU. 60 ans plus tard, les pays africains ne peuvent pas amener une résolution à l'ONU parce que quand l'ONU était créée, ils étaient sous des colonies. Et donc, c'est les colons qui représentaient ces pays. Mais après les indépendances, ces pays sont quand même suffisamment capables même de rédiger une résolution pour amener au Conseil de sécurité. Non, c'est la France qui doit pouvoir chapeauter. Et c'est la France qui a ce porte-plume au niveau de l'ONU. Alors, ils ont dénoncé ça aussi. Et sur le plan économique, leurs ressources n'est pas la priorité, la propriété de la France. Ils sont en train de travailler aussi à remettre en cause le franc CFA, qui est une monnaie nazie d'exploitation des richesses. Alors, tout ce projet, tout ce programme politique, c'est ce qu'Olympia avait initié en 63 et ce qui a amené à son assassinat. Et donc, aujourd'hui, avec le changement, n'est-ce pas, dans la sous-région au niveau panafricain, il y a possibilité pour le Togo, et c'est pourquoi j'ai parlé des facteurs favorables historiques aussi, de pouvoir s'émanciper de cette forme de domination imposée par la volonté coloniale de la France à travers une famille, la famille Gnassingbé, qui a créé entre-temps une bourgeoisie militaro-monarchiste, où les militaires, en tout cas certains officiers, sont devenus des milliardaires à travers tous les trafics que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est ça aussi qui leur permet de maintenir cette bourgeoisie compradore, cette forme de gouvernance kakistocratique qui maintient le Togo dans le sous-développement et dans la pauvreté. Donc, quand vous avez cette vision, cette connaissance stratégique profonde des enjeux historiques, des enjeux politiques, et également, vous pouvez mieux apprécier les outils de combat et également se projeter dans une forme de prospective sur l'avenir du Togo. Si vous ne l'avez pas, vous avez le nez dans le guidon et vous travaillez sur des aspects parcellaires et partiels, n'est-ce pas, du sujet, et donc vous risquez d'être notre révolution risque d'être volée, parce que ces gens-là sont en train de regarder la situation, ils sont en train de voir comment, même si le peuple arrive à chasser fort, comment ils peuvent très rapidement intervenir et faire croire que bon voilà, c'est la révolution qui continue, alors qu'ils contrôlent justement la personne qu'ils veulent imposer, et c'est la politique que la personne doit appliquer. Tout ça s'inscrit dans la continuité beaucoup plus que dans la rupture. Le cas du Gabon, par exemple, est un cas assez emblématique, même si les Gabonais sont contents de ce changement. Bien évidemment que, Oligui demeure quand même un des vassals de la stratégie française, puisque les accords n'ont pas été dénoncés. Le pétrole du Gabon, les ressources du Gabon, la forêt du Gabon, et même l'eau au Gabon est encore dans les mains des entreprises françaises. Mais à telle enseigne que il n'y a pas de liberté. C'est vrai que la politique a un peu changé en termes d'infrastructure, en termes de services à la population. Mais ça, si le pays est gouverné, bien gouverné, si le pays est indépendant, si le pays a le contrôle sur ses ressources, sur la vente de ses ressources, ces services à la population seront plutôt décuplés. Parce que le pays est riche et est capable, n'est-ce pas, de pouvoir répondre à ses besoins au niveau de la population. Donc la question n'est pas du tout réglée tant que nous sommes dans une forme d'exploitation, de vassalité. Nous nourrissons un autre pays. Nous sommes un peu comme la base arrière, n'est-ce pas, en termes de ressources humaines, en termes de ressources halieutiques, en termes de ressources stratégiques pour ce pays-là. Et c'est à notre dépendance. C'est parce que nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, de pouvoir être à la hauteur de ça. Voilà, j'ai été un peu long, mais
j'ai voulu vous brasser de façon comme ça. J'ai pas préparé, c'est pas une conférence que je suis en train de faire, mais c'est brasser un peu l'histoire politique du Togo, pour interroger la dynamique colonialiste et de façon problématiser justement les rapports de force qui sont en jeu, et également s'assurer que nous ayons une vue de hauteur, une vue stratégique sur les enjeux pour avoir la bonne approche, la bonne démarche, la bonne compréhension et analyser, avoir un esprit analytique, soit de l'évolution des choses et pouvoir être capable d'être à la hauteur des enjeux en termes de connaissances, d'expérience, mais aussi d'intelligence et aussi d'approche systémique et systématique.